Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, chef de file de la France Insoumise. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche. Bonjour à tous, bienvenue dans ce grand jury. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. À mes côtés pour vous interroger, Alexis Brézé du Figaro. Bonjour Alexis. Bonjour. Et Christophe Jacubizine de TF1 Bonjour. LCI. Dans notre rubrique La question en plus, c'est Francis Palombi, président de la Confédération des commerçants de France, qui vous interpellera sur les conséquences économiques du mouvement des Gilets jaunes. Et puis, bien sûr, comme d'habitude, questions nettes, les questions, les commentaires des internautes, vous qui nous écoutez, vous qui nous regardez. Ce sera avec Marie-Pierre Haddad de la rédaction numérique de RTL. Et vous pouvez toujours réagir en direct sur RTL.fr, sur Facebook et sur Twitter, #le grand jury. Alors, Jean-Luc Mélenchon, en mai, lors de votre dernier passage au grand jury, ici même donc, vous appeliez de vos voeux la constitution, vous vous en souvenez certainement, d'un front populaire. Ce front populaire, il s'est produit. Avec un simple gilet jaune, des milliers de Français ont organisé une révolte spontanée qui a fait vaciller le pouvoir. Mais il s'est déployé sans les syndicats, sans les corps intermédiaires qui d'habitude structurent les mobilisations, sans les partis aussi, et donc sans vous. Vous qui étiez, il n'y a pas si longtemps que cela, l'opposant numéro 1, ou perçu comme tel, à Emmanuel Macron. Alors pourquoi tous ces gilets jaunes ne sont-ils pas reconnus dans vos propositions? Pouvez-vous encore les rattraper, les entraîner dans ces jours heureux que vous leur promettez? N'êtes-vous pas frappé, vous qui êtes en politique depuis près de 3 décennies, voire peut-être un peu plus? Non, plus que ça, j'ai commencé à militer à 16 ans. Ah, alors, oulala, donc combien? Voilà, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Oui, mais ce qui me donne l'avantage de l'observateur expérimenté. Alors, nous en parlerons. Donc, j'en ai beaucoup vu et ça me donne... disons, une forme de sagesse dans la compréhension des événements. Et en même temps, Jean-Luc Mélenchon, ne risquez-vous pas d'être frappé par ce dégagisme qui touche tous nos élus aujourd'hui, et en premier lieu, le chef de l'État? Nous en parlerons dans cette émission. Et les journalistes aussi, vous l'avez remarqué. Vous savez, mais ça, sauf que vous restez, hein. Il n'y a personne pour vous virer, à part vos patrons. Oui. Nous en parlerons dans cette émission de tout cela, mais d'abord, nous revenons, Jean-Luc Mélenchon, sur la journée d'hier, l'acte 5 des Gilets jaunes, et c'est Christophe Jacubizine qui vous pose la première question. Avec une mobilisation des Gilets jaunes moins forte que celle de l'acte 4, est-ce que, selon vous, le mouvement est terminé ou est-ce que vous nous promettez, vous nous pronostiquez un acte 6 et pour quand? Oui, alors on va en même temps répondre à l'introduction, parce qu'on ne va pas laisser cette intéressante introduction sans suite. Mais je vous réponds, le mouvement, évidemment, chaque semaine s'essouffle, si l'on en croit ce qu'on entend à la télévision et à la radio. Non, pas chaque semaine, plutôt mais samedi. Attendez, moi je crois que j'entends. Donc, depuis le premier jour, le mouvement s'essouffle. Donc, hier, il s'est essoufflé. Non, l'acte 3 et 4 étaient des hier, fortes nous avons mobilisations. craint les violences, comme nous l'avons fait toutes les semaines précédentes, et comme nous le ferons toutes les suivantes. Que se passe-t-il? Je fais remarquer que 4 semaines de suite aller à Paris, c'est beaucoup. Hein, ça coûte des sous et beaucoup d'efforts. Surtout quand il fait un froid de canard et quand on veut marquer d'une manière ou d'une autre qu'on a été sensible, après qu'on y ait été invité lourdement aux événements de Strasbourg. Donc, je pense que le contexte a pesé sur la forme de la mobilisation, mais pas sur le fond. Car tous ceux qui vous répondent de ce qu'ils ont observé en province ou dans les régions, comme vos collègues des grands groupes de presse régionaux, disent tous que ces mobilisations ont été fortes et que la détermination, et en tout cas les sentiments, les revendications qui animaient ce mouvement depuis le début sont là. Pardon, monsieur Bré, je vais terminer sur un mot. Vous avez dit ne se retrouve pas dans vos propositions tout à l'heure. Vous avez tort. Votre collègue du journal Le Monde a expertisé le programme des Gilets jaunes, a regardé tout ce qui se présentait et a comparé au programme de la présidentielle et conclu que le 70% de ces revendications se retrouvaient dans mon programme. Donc ce n'est pas la question qui est posée. La question qui est posée, c'est qu'il faut que tout le monde comprenne que le mouvement des Gilets jaunes est une révolution citoyenne. Les processus d'insurrection citoyenne ne passent jamais par les canaux traditionnels qui sont tous perçus comme des obstacles à leur déploiement. Par conséquent, ce qui aurait été stupéfiant, c'est que ce mouvement s'identifie à un parti politique, à un mouvement ou à une personnalité. Croyez-moi, cela ne se produira pas. Et le jour où ça se produirait, le mouvement immédiatement se rabougrirait. Par définition, les révolutions n'appartiennent à personne. Aujourd'hui, justement, vous nous parlez aujourd'hui de révolution citoyenne, d'insurrection citoyenne, mais on a quand même le sentiment qu'au début du mouvement, quand tout ça a commencé à mijoter, autour notamment du ras-le-bol fiscal,
vous étiez plus réservé que ça. Vous regardiez ce mouvement et vous disiez, ce sont des représentants de la classe moyenne qui peuvent s'identifier au peuple. Vous ne disiez pas c'est le peuple, vous disiez c'est la classe moyenne. Non, vous vous trompez, il faut bien lire. Vous l'avez dit. Hein, non, vous vous trompez. Et vous disiez la peur du déclassement peut les pousser à des solutions radicales. Vous êtes en train de citer mon livre, pas ce que j'ai dit à l'époque, s'il vous plaît. Alors il faut quand même... peu importe. Mais je vous fais grâce du fait que vous dites ce qui peut vous arranger, vous venez vos questions et moi avec mes réponses. Mais regardons les choses en face. D'abord, quelle a été l'attitude de la France insoumise depuis le début ? Depuis le premier jour et la première heure, il y a des insoumis gilets jaunes, parce que le mouvement, la France insoumise, n'est pas un parti, mais précisément un mouvement. Donc il y en a partout. Deuxièmement, le groupe parlementaire, qui est un peu la vitrine la plus visible du mouvement, s'est immédiatement positionné dans le fil du mouvement. Ce qui nous faisait hésiter au départ, c'était dans la façon de s'exprimer. Parce que comment faire, vu que nous avions parfaitement compris que c'était un mouvement qui, par nature, ne se laisserait pas représenter. Donc il s'agissait d'être bien dans l'axe qui permet d'exprimer politiquement un mouvement sans le récupérer. Je l'ai résumé à la fin, vous ne m'en voulez pas, si même ayant prévu tout ça dans mon livre L'Air du peuple, je n'en avais pas le mode opératoire tout de suite. Mais j'ai dit à la fin, vous l'aviez prévu. Le but, ce n'est pas pour moi de récupérer, c'est d'être récupéré. C'est ce que vous avez dit. Est-ce que vous pour autant... Pardon, je vais terminer. Oui, de plus dans la gauche... Est-ce que vous les incitez à continuer à descendre dans la rue? Attendez, il y a plus important que ça. Je viens de vous dire, mais monsieur, je viens de vous dire à l'instant, vous ne comprenez pas ce qu'on vous dit, je recommence. Ce mouvement ne peut pas recevoir de consignes. Ce mouvement, et pourquoi me voulez-vous assez stupide pour aller vous répondre et dire faites ceci ou faites cela, sachant que ça n'aurait aucun effet, à part exaspérer les gens. Voyons plutôt comment, au début, en effet, il y avait un problème dans la gauche, pas dans la France insoumise, où très partiellement, il y avait une personne qui hésitait. Mais tout le reste de la gauche a commencé par dire « Oh là là, tout ça, ça sent mauvais, il y a de l'extrême droite, c'est homophobe, c'est raciste. » Et puis, finalement, ça a dérangé tout le monde. Et ça a culminé à la fin. Ce que dit encore Christiane Taubira aujourd'hui dans le JDD. Elle dit « Il y a tout ça aussi chez les Gilets jaunes. » Mais dans une révolution, une insurrection, il y a tout. La grande révolution française, celle de 1789, est à la fois capable de renverser le roi, d'inventer la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et de procéder à d'abominables massacres le 2 septembre qui dépassent tout le monde, puis personne ne sait quoi faire. Donc il faut se faire à l'idée que la puissance d'un mouvement populaire soulève toute la société dans toutes ses composantes. Vous avez aussi bien des bourgeois qui sont allés mettre un gilet jaune par solidarité, parce qu'ils ne supportent plus la misère qui les entoure, que vous avez des prolétaires, que vous avez des gens, des chômeurs, que vous avez... Et surtout, il y avait par-dessus tout un indicateur extrêmement important qui s'y trouve encore, c'est la présence des femmes. Or, les femmes sont la fraction de la population qui porte le plus durement tout le poids de la société et qui sont le plus souvent enfermées dans des logiques de survie. Or, quand des gens qui sont dans des logiques de survie se mettent à aller dans la rue, c'est que la rue devient une logique de survie. Et il faudrait que tout le monde entende ce message pour bien comprendre la profondeur du mouvement. Alors, vous disiez le profondeur du mécontentement, elle est toujours là, elle va durer. Mais vous disiez la forme va peut-être évoluer. Ça veut dire que finalement les ronds-points, les grands rassemblements à Paris ou dans les grandes villes, ça c'est quelque chose qui va s'estomper à votre avis ou ça va continuer au mois de janvier? Je n'en sais rien. Je ne peux pas pronostiquer. Je ne sais pas. Nous sommes dans un événement que peu de générations ont vu. Pour ma part, je n'ai vu un phénomène comparable qu'une fois, peut-être une fois et demie. En mai 1968, j'avais 16 ans, et en 1995, quand il y a eu le grand mouvement dont vous vous souvenez tous. Mais dans une vie d'homme, dans une vie de militant, dans une vie de conscience engagée, ce sont des événements rares. Tout ce qu'on pouvait faire, c'était décrire le processus, et c'est ce que fait mon livre, L'Air du peuple, en disant les gens vont se mettre en mouvement, et ils vont se mettre en mouvement d'une manière qui ne correspondra pas aux anciennes cases. Sauf qu'ici, nouvelle. Vous appeliez à un front populaire qui rassemble les forces syndicales, politiques et associatives dans le même refuge aussi de la société libérale. Est-ce que ce mouvement-là, c'est celui que vous aviez imaginé au moment du front populaire, de cet appel? Mieux. C'est mieux que ce que... mieux, bien sûr, parce que c'est une implication populaire de masse. C'est mieux que 4 ou 5 organisations. Oui, mais ça court-circuite les représentants traditionnels. Ah ben bien sûr, mais il faut accepter cette situation. Pour ma part, je l'accepte. Et j'essaye de me rendre utile au mouvement. Pour moi, ce qui est important,
Ça n'est pas, comme j'entends dire des fois, on me dit vous n'en profitez pas, mais c'est pas mon sujet. Mais est-ce que vous n'êtes pas dépassé? Est-ce que vous n'êtes pas dépassé? C'est que le mouvement puisse s'accomplir et que ses objectifs soient atteints. Demandez-vous quelle est la différence entre les objectifs du mouvement et les miens. Vous découvrirez qu'il n'y en a pas. Ça dépend. Parce que quand il demande un référendum d'initiative citoyenne, c'est exactement ce qu'il y a dans mon programme. Quand il demande un impôt sur la fortune, c'est exactement ce qu'il y a dans mon programme. Donc je ne vois pas l'intérêt, pour moi, d'aller, si peu que ce soit, en contre ou dans une je ne sais quelle hypothétique volonté de domination par rapport à ce mouvement. Donc, je le félicite, je lui dis bravo, oui. D'abord parce qu'il a réhabilité la France populaire. Voilà ce qui est important. C'est l'histoire de France. Jean-Luc Mélenchon, vous êtes sûr que c'est un mouvement de gauche? Parce qu'il y a des similitudes avec ce qu'on a vu dans d'autres pays. Par exemple, est-ce que c'est pas la révolte comme aux États-Unis, de la classe moyenne, aux États-Unis on dit les petits blancs, etc., qui se révoltent contre la condition qu'il aurait faite? Mais moi, je vous fais confiance pour analyser non, ça. Mais moi, je vous parle de ce que je connais. Et je peux vous dire que c'est une révolte des peuples contre un ordre injuste. Vous ne voulez pas l'admettre. Mais vous dites pas de gauche. On cherche toujours dans la psychologie, bien sûr. comment les gens... Non, c'est un ordre injuste. Les uns ont tout, les autres ont rien. On les a parqués dans des endroits en leur disant « Et là-bas, ça sera mieux. Il n'y a pas moyen d'en sortir. Il n'y a plus d'école, il y a dans l'hôpital. » Mais les gens, voilà, à la fin, ils se disent à quoi sert... À la fin, ils élisent Trump, comme aux États-Unis. Ces gens-là, justement. Et alors, qu'est-ce que vous voulez qu'est-ce que vous voulez me faire? C'est-à-dire que c'est peut-être pas... Mais même vos ruses à 2 balles... Mais c'est pas une ruse, c'est intéressant. Mais non, est-ce que c'est une révolution? Vous dites c'est une révolution. Est-ce que c'est une révolution? Vous allez aller au moindre rond-point et vous allez dire aux gens... Dites donc, il m'est venu une idée à moi en tant que commentateur. Vous dites la même chose que M. Trump. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout le monde vous explosera de rire au nez en disant réellement, il n'y a que ça qui vous intéresse. Parce que vous les caricaturez là. Mais vous, c'est pas ce que j'ai dit. Je ne caricature pas, je vous prends exactement comme vous me caricaturez les gilets jaunes. Oui, allez-y. Jean-Luc Mélenchon, les sympathisants. Attendez, selon une étude Odoxa, mais c'est intéressant. Mais je veux vous dire que ça n'a pas d'intérêt dans le moment. Ce qui a de l'intérêt, c'est de comprendre que c'est l'histoire de France qui s'écrit, que le peuple est en mouvement, que ça échappe à toutes les catégories précédentes. En même temps, vous réclamez une dissolution de l'Assemblée nationale. Vous l'avez réclamé. Est-ce que vous la réclamez toujours ou pas aujourd'hui même, Jean-Luc Mélenchon? À cet instant si précis, exactement. Oui, bien sûr. Je vais vous dire pourquoi. Mais en quoi elle vous serait favorable? C'est ça qu'on peut. Mais monsieur, c'est pas le sujet qu'elle me soit favorable. Alors, enfin, je ne suis pas un épicier ou un marchand de savate. Mais vous voulez porter des idées. Mais écoutez-moi, monsieur, je vais vous dire une chose. Il y a quelque chose de plus grand que nous qui s'appelle notre pays ou les intérêts généraux. Donc, quand on est un démocrate, pardon, hein, je sais que ce n'est pas votre cas, mais moi si, et je suis républicain. Non mais bon, peut-être plus que vous, en démocratie, des gens comme vous qui passent leur temps à me dire que ceci et que cela et que la violence et tout ça. En démocratie, on essaye les solutions. Donc, puisque vous êtes un démocrate, si c'est le Rassemblement national qui ne peut pas rien faire d'autre que de proposer la censure, parce que ça dit que c'est le Parlement qui fonctionne, c'est ma contribution. Et quand il y a une impasse, pardon, mais laissez-moi finir un raisonnement, on ne peut pas vous répondre par petites phrases. Le raisonnement est le suivant. Le pouvoir s'estime légitime à prendre des mesures que la masse du peuple ressent comme illégitimes. Qui a raison? Vous avez 2 légitimités qui se confrontent. En démocratie, on vote pour dire, bah écoutez, qu'est-ce que vous en pensez, les gens? Tranchez. Eh bien, voilà pourquoi j'appelle à la dissolution. Après, qu'elle se fasse ou pas est un autre sujet. Mais mon devoir, comme démocrate et comme républicain, c'est de proposer des issues démocratiques et républicaines. Et est-ce que demander, comme votre ami Ruffin, non pas la dissolution, mais la démission du président, est-ce que ça, c'est se conduire en démocrate? Est-ce que vous approuvez ça? C'est ou l'un ou l'autre ou c'est les deux? Alors, je suppose que le fond de la question est de me disputer avec non, Ruffin. C'est une question, c'est intéressant quand même. Est-ce que c'est partie de votre mouvement? Mais non, monsieur Ruffin a exprimé ce qu'il entendait. Je vous prie de croire, et ça va me permettre de faire un lien qui, j'espère, vous intéressera. Est-ce que vous n'avez pas entendu, vous aussi, mais peut-être que non, les gens crier Macron démission? Bien sûr. C'est un problème. Moi, je n'ai rarement entendu des gens crier non. Je vois que vous daignez. C'est rare que les gens crient en cours de mandat le président. Vous n'avez pas entendu Sarkozy démission? Non. Vous voyez? Bon, alors revenons. Est-ce que vous le dites en tout cas? Peu importe. Est-ce que vous dites Macron démission? Écoutez-moi. C'est un phénomène politique. Vous ne pouvez pas nier tous les problèmes politiques. Il y a un peuple en insurrection. Non. Les parts de marché. Les gens crient Macron démission. Non. Est-ce que M. Ruffin, Mme Schmoll, M. Truc? Non. La vérité, là, des milliers de gens crient Macron démission et ne reconnaissent pas la légitimité du président. C'est la raison pour laquelle mon ami François Ruffin a solennisé l'affaire en disant « Les gens me disent, mais aucun d'entre nous ne demande à cette étape, dans la forme et la position qui est la nôtre. Je suis parlementaire. Je vais dire Macron démission au nom de quoi? Lui, il a demandé. Ruffin. Pardon? Il a demandé.
Eh bien, écoutez, alors posez la question à Ruffin. Mais moi, je sais ce que Ruffin m'a dit à moi, d'accord, qui suis le président de son groupe. Et ce n'était pas son mot d'ordre, d'accord? Son mot d'ordre, c'était les gens vous disent Macron démission, qu'est-ce que vous répondez? Voilà. Et puis, en vérité, ce qui compte, c'est la forme parlementaire qu'on peut ou non donner à sortie de crise. Mais peut-être qu'il n'y en aura pas, les gens. Écoutez-moi, oui. Si on continue à dire aux gens qui viennent manifester, vous êtes... Alors on a commencé par des anti-écolos irresponsables devant vos enfants et vos petits-enfants. La semaine d'après, c'était vous êtes des violents qui cassaient tout et donc vous feriez mieux de rester à la maison. La semaine d'après, des complices des islamistes parce que vous n'êtes même pas capable de rentrer à la maison quand il y a un attentat. Si on continue maintenant à leur dire « Ah, ça y est, enfin, vous êtes rentrés à la maison parce que vous avez trop froid », il n'y a vraiment que les importants qui croient que les gens vont rentrer à la maison et fermer leur... Jean-Luc Mélenchon, vous êtes un démocrate, vous l'avez dit, vous appelez la dissolution de l'Assemblée. Si c'est le Rassemblement national qui l'emporte, est-ce que vous prendrez acte? C'est la règle du jeu démocratique, non? Parce que figurez-vous qu'il y a 15 ans de ça, ou il y a 20 ans, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai l'avantage pour moi d'avoir traversé tout ça, on faisait des pétitions avec Charlie Hebdo. Hein? Je dis Charlie Hebdo, comme ça vous allez peut-être comprendre qu'il n'y avait pas que moi. Pour dire il faut interdire le Front National, parce qu'on disait ils sont dangereux, etc. On nous a dit non, ils ne sont pas dangereux du tout, c'est pas un problème, on va les vaincre démocratiquement. Très bien, donc vous n'en avez pas voulu le faire au moment où ça avait un sens. Maintenant, il s'agit de plus de 20% des Français. Eh bien, quand ils votent, leur parole doit être respectée. Et parmi les Gilets jaunes, ils sont représentés, selon un sondage, 33% d'entre eux se sentent proches de Marine Le Pen. Elle est majoritaire dans ces Gilets jaunes. Est-ce que vous dites vous-même, je voudrais être récupéré? Visiblement, ce n'est pas vous qui sont en train de récupérer. C'est plutôt le Rassemblement national. Voilà, comment vous l'expliquez? Mais moi, je ne crois pas du tout à ce que vous dites, parce que votre collègue, le journal Le Monde, de nouveau, ayant étudié quelles étaient les motivations politiques des uns et des autres, nous mettait pratiquement à égalité. Maintenant, je vais vous dire, je vous ai déjà dit, tout est là. Et depuis le début que je mène le combat pour faire valoir mes thèses, je dis que dans l'électorat de Mme Le Pen, il y a beaucoup de gens fâchés, mais pas fachos. Et que le travail de gens comme moi est de parler à tout le peuple, mais peut-être principalement aux fâchés, pas fachos, en leur disant « ne vous trompez pas de colère ». Mais ça, c'est du travail politique. Alors évidemment, c'est très difficile pour moi de mener ce travail, parce que je suis quotidiennement flétri, insulté de toutes les manières possibles, perquisitionné, montré du doigt comme l'homme à abattre, donc c'est plus dur pour moi que pour d'autres. Mais je le fais, je ne me décourage pas. Mais c'est un travail politique absolument respectable. Le problème pour vous, est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas que... Aujourd'hui, ça ne veut pas dire que demain, aujourd'hui, ça ne marche pas. C'est-à-dire que quand on regarde les sondages, alors vous allez me dire, ah, ça n'est que des sondages, qu'il s'agisse de la présidentielle ou des européennes, c'est toujours Marine Le Pen qui monte, et vous, non seulement vous ne montez pas, mais vous baissez par rapport à... Oui, je vois que ça vous... Non, mais je sens votre douleur. C'est pas une question de douleur, c'est une question d'analyse politique. Non, mais ne caricaturez pas tout. Attendez, mais quelle est votre question? La question, est-ce que vous ne dites pas que tout ce truc-là est en train de profiter à Marine Le Pen et pas à vous? Donc je devrais ou bien courir me pendre, ou bien rentrer à la maison en disant, écoutez, j'abandonne. Non, mais est-ce que parce qu'il y a mieux placé que moi pour mener la lutte. Prenons un exemple. Qui y a-t-il de mieux placé que moi? Je m'interroge un instant. Je regarde le sondage. Banco, Monsieur Macron lui-même. Et aujourd'hui, vous avez un sondage qui vient de sortir, que le journal macroniste, le JDD, publie sans honte, et qui donne à Monsieur Macron, au bout de 5 semaines de lutte de millions de gens contre lui, un point de plus qu'à la présidentielle dernière. Comment voulez-vous que je prenne ça au sérieux? Et encore plus pour Marine Le Pen, 27%. Attendez. Et quand il met Monsieur Wauquiez comme candidat de droite, qui est l'autre homme à qui on jette des fléchettes, lorsque c'est Monsieur Wauquiez, il se produit un autre mystère. C'est moins que François Fillon. Eh bien, Monsieur Wauquiez fait moins que François Fillon, et tout d'un coup, Monsieur Macron s'envole. Ça veut rien dire. Pardon. Non, mais vous commentez les sondages, moi aussi, j'ai quand même le droit, non? Ou bien, quand vous me dites... Il y a un autre sondage qui est magnifique, celui-là. Il me met à 9. C'est la première fois qu'on me voit en dessous. Dans l'opinion. Je le regarde. Aux européennes. Oui, je le regarde. Et qu'est-ce que je découvre? Que le même institut, les mêmes jours, posant une question sur les européennes, me met un coup à 9 dans le sondage qui paraît dans l'opinion, et un autre coup à 11,5. Les mêmes jours, le même institut, les mêmes personnes qui posent des questions à 11,5 dans un autre. Mais vous ne tombez pas dans Jean-Luc Mélenchon, dans le complotisme et un peu dans la paranoïa, là, franchement. Enfin, en vous entendant dire, on se dit, finalement, on ne peut plus rien faire sur questionner. C'est-à-dire que comme je ne me laisse pas accabler et que je ne succombe pas immédiatement devant vos questions passionnantes, qui est de faire référence à des sondages bidons, pour me demander pourquoi je ne cesse pas immédiatement le combat, et je devrais répondre « Ah ben oui, vous avez raison, et sinon je suis un paranoïaque et un complotiste ». Mais c'est comme ça que vous traitez tout le peuple. Une semaine anti-écolo, la semaine d'après violent qui casse tout, et la semaine d'après vous traitez tout le monde comme ça. On va venir aux mesures. Eh ben oui, il n'y a pas que nous, il y a aussi vous. Alors les mesures, mais c'est vous qui êtes aujourd'hui aux responsabilités, notamment au Parlement.
que vous réalisez ce que vous me dites, monsieur? Pardon, mais nous sommes ici en relation de gens intelligents, un peu... On essaye. Vous venez de me demander comment ça se faisait que je n'en profite pas comme si je vendais des savates, alors que c'est un mouvement qui me donne entièrement raison. Et après, vous me dites, si vous critiquez les sondages, vous êtes paranoïaque. Enfin, mais d'un point de vue de l'analyse, c'est à qui intéressant. vous dites ça, paranoïaque? C'est pas vous qui êtes partisan, peut-être? Mais Non, on non, parle ça, de c'est pas paradoxe. possible. C'est maintenant. Vous êtes intéressant indépendant et d'analyser objectif. comment un mouvement dont Mais vous oui. dites vous-même, ils disent tout comme moi, et ben, qu'au moment de voter dans les sondages, ils disent Marine Le Pen. Non, mais C'est justement- intéressant comment vous expliquez ça. Et C'est monsieur, pas, justement, il vote une pas. injure. Non, mais je ne dis pas que c'est une injure. Je dis juste que je ne mérite pas d'être traité de paranoïaque, simplement Mais parce personne que ne je vous a traité de réponds. paranoïaque. Mais si, c'est ce qu'il vient de Mais dire. non, vous mais on l'avez se pas demandait entendu. s'il n'y avait pas une forme de... Dans ce que vous dites, Voilà, parce que vous dites une les forme de- sondages... Est-ce qu'il n'y a pas une forme de parti pris dans ce que vous dites revenons-en. Allez. Non, Ouais, je vous revenons-en interroge. à autre chose, vous Toutes avez les raison, questions... passons. Non, il y a Non, des je questions, reviens- il y a des réponses. Je vous reviens à ce que interroge. vous dites, Non, sur les monsieur. mesures, Mais sur les comprenez-moi mesures, Jean-Luc bien, Mélenchon. dans le concept d'insurrection citoyenne, il y a un mouvement de tout le peuple. Et par conséquent, le sondage, figurez-vous que 1000 personnes sondées dans des conditions pareilles, où plus de la moitié disent qu'ils ne savent pas pour qui ils vont voter, ni même s'ils vont aller voter, excusez-moi de ne pas considérer ça comme central et Non, ça obsessionnel s'appelle la pour moi. marge d'erreur. Alors, mais- sur Ce qui devrait vous la intéresser, maîtrise à c'est peu près. comment ça se fait qu'un an et demi après une élection présidentielle que je n'ai pas gagnée, j'en conviens, la majorité des slogans et des mots d'ordre, ce soit ceux qui viennent de mon programme. Alors, Comment et vous justement, expliquez ça? le président de la Est-ce que je suis République à a ce point répondu. obsédé de paranoïa que je suis à jamais incapable de comprendre ce qui se Le passe dans mon président peuple? y a répondu, alors c'est en début de semaine, et notamment par une augmentation du SMIC, pour venir aux mesures. Et on arrive à peu Vous avez près pas à honte 1280. Alors vous allez dire... Non, mais vous n'avez pas honte de Attendez, dire il une pose la question. augmentation Il peut du finir sa SMIC alors que c'est pas vrai? Est-ce qu'il peut finir sa question? Et vous allez me répondre, Et Jean-Luc après, vous allez Mélenchon. répondre. Vous demandiez à l'époque, j'ai bien Oui. relu votre programme, 1226 € net pour le SMIC à l'époque. Là, on est aux alentours de 1280, 1300 €. Est-ce que vous estimez que le pas est conséquent ou pas? C'est bien ce que je dis, vous n'avez pas honte. Ce n'est pas une augmentation du SMIC. Vous le savez comme moi, Oui, bon on le sang. sait, mais- Vous savez comme Le moi prime que ce de n'est pas le l'activité. SMIC qui augmente. Vous ne faites pas de différence entre une allocation et un salaire. Eh bien, demandez à votre femme si elle ne fait pas la différence. Parce que dans le moment où elle touchera un salaire, elle ne vous devra rien. Tandis que si vous avez une prime qui est relative à vos revenus communs, à vous et à votre épouse, alors, si elle est à temps partiel, la prime en question, elle ne la touchera pas dans les mêmes conditions. Enfin, Vous avez raison, vous avez vu qu'ils sont il en n'a train de... pas augmenté le Ils sont en SMIC, train de revenir commençons par là-dessus. dire ça. Vous avez raison, ils sont en train de revenir là-dessus. Peut-être qu'à l'Assemblée, c'est cette semaine, vous voterez peut-être un texte qui prévoit, vous avez vu, 100 €, c'est une information RTL, 100 € en plus sur la feuille de paye payée par l'employeur. Dès le 1er janvier, Et- Jean-Luc Mélenchon. Et remboursé, si on comprend bien, en baisse de charge. Donc c'est pas l'histoire de la prime Non, mais d'activité. attendez. Non, mais ils ont changé la vie, vous avez raison, vous avez raison. on la Mais ils défend ont pas, changé la vie. Pardon, messieurs, Expliquez-nous. je n'étais pas ce matin à l'écoute de la dernière trouvaille. Bon, parce que tout ce qu'a annoncé l'autre soir le président de la République marche à clopin-clopant et ne fonctionne pas. Par exemple, sur la CSG, Bercy ne sait pas comment faire. Sur la prime d'activité, qui est un effet d'aubaine absolument incroyable pour les employeurs qu'il a payés déjà, puisqu'ils ne paieront plus ni impôts, ni charges sociales dessus. Donc ils sont assez contents. Ils ne paieront pas les charges sociales. Donc c'est un pur effet d'aubaine. Mais là, nous sommes sur le SMIC. Le SMIC est un salaire. Par conséquent, si on augmente le salaire, eh bien, ça compte pour les cotisations sociales, ça compte pour les droits à la retraite. Donc je ne suis pas au courant que M. Macron ait décidé d'augmenter les salaires dans le pays, vous me l'apprenez. Alors s'il a le pouvoir d'augmenter les salaires dans le pays, je me demande pourquoi il se limite à 100 €, alors que c'est un peu plus dont on aurait besoin. Mais combien, il nous a dit jusqu'à Jean-Luc présent Mélenchon qu'il ne pouvait pas. Combien on a besoin? Eh Combien ben, ont-ils écoutez, besoin? la CGT réclame, si je ne me trompe pas, 1500. Oui. Nous, on avait mis dans le programme 1300, il faudrait Ouais, l'actualiser. 326, Aujourd'hui, c'est vous disiez. 1184. Nous, on était sur 1326, Oui. quelque chose comme ça. Mais pourquoi vous c'est passez à chiffre, 1500? 2017. 2017. Pardon? C'est le chiffre 2017. Donc là, vous dites 1500 aujourd'hui. Ben, écoutez, je vais dire une chose que tout le monde peut comprendre. Non, mais c'est pas à moi de fixer le. Là, les syndicats ont des propositions, ça mérite d'être écouté, regardé. C'est pas à Jean-Luc Mélenchon de décider le niveau du SMIC. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a de la marge, les gens. Et puisqu'il n'y a pas moyen d'obtenir des augmentations autrement que par la lutte, eh bien lutter. Pourquoi il y a de la marge? Parce que dans la valeur ajoutée, c'est-à-dire la richesse qui est créée par le travail humain, et l'affectation d'une partie du capital. La part qui revient au salaire a considérablement baissé depuis 1981. Il est donc, si on rétablissait les équilibres antérieurs, on reviendrait à une part qui serait aux alentours de... En 81, c'était 67%. Maintenant, on est à 59%. Parce que la production a été un peu moins bonne. Bref, il y a de la marge. L'essentiel de ce qui a été gagné a été donné au capital, qui n'en fait rien, les gens. Pardon, je veux finir. Regardez, écoutez-moi quand je vous dis que la finance dévore l'économie réelle.
Voyez un exemple tout bête. La Banque Centrale Européenne a injecté 2600 milliards d'euros. Et il n'y a pas un point d'inflation dans la zone euro. Ça veut dire que tout est parti dans la sphère financière. Voilà ce qui se passe. Et des exemples comme ça, je vous en donne 100. Alors, Où est passé l'impôt sur la fortune, les 4 milliards qu'on a donnés aux personnes les plus riches de ce pays? 100 d'entre elles ont reçu un chèque d'1 million par tête de pipe. Où est passé cet argent? Dans la spéculation, pas dans l'économie réelle. Il faut donc débarrasser l'économie du poids de la Et vous voulez finance. une prime pour les C'est ma ligne fonctionnaires? Est-ce que vous économique. voulez... Elle a une prime de 1 000 € qui a été annoncée. Enfin, en tous les cas, le gouvernement encourage les entreprises à le faire. Certaines ont commencé à le faire. Est-ce que vous souhaitez que Quelles cette ont prime... commencé à le faire? Plusieurs entreprises Ils qui ont sont annoncé manifestées. qu'elles allaient le faire. Voilà. Eh bien, tant mieux si vous voulez. Oui, Non, eh mais ben, pour les est-ce que vous fonctionnaires, pour les est-ce qu'il faut faire la fonctionnaires, même est-ce qu'il faut chose faire la pour les même chose pour les Mais attendez, fonctionnaires? déjà commençons par parler de cette prime. Vous ne trouvez pas ça extravagant? Le président de la République dit « Je propose une prime de 1 000 € si les patrons veulent bien la donner. » Eh bien moi, je propose la semaine des 4 jeudis si l'univers veut bien le réaliser. Tout ça est absurde. Et après ça, il convoque ses potes les riches à l'Élysée pour leur dire « Écoutez, il faut faire un geste. » On se croirait sous l'Ancien Régime. L'Ancien Régime, c'est pareil. Le roi, à tout bout de champ, convoquait les nobles et les curés pour leur dire « Écoutez, faites quelque chose, on va mourir. » Et les autres disaient « Oui, bon, on verra. » Bon, et il donnait une petite pincée. Ça s'est très mal fini. Donc là, c'est pareil, la prime exceptionnelle, c'est s'ils veulent bien. Je vous fais remarquer une chose. Ceux qui donnaient déjà la prime, jusqu'à présent, payaient des cotisations sociales dessus. D'accord? Ils n'en paieront plus. Donc, le résultat de la prime, c'est que c'est une prime pour ceux qui la payaient hier. Et d'une. Et maintenant, quel est votre sujet? Les fonctionnaires. Si on dit qu'on donne des sous à tout le monde, les malheureux fonctionnaires, leur point d'indice est gelé depuis 3 ans. Oui. Il faudrait aussi donner une prime aux fonctionnaires. D'accord. Pourquoi Alors, les fonctionnaires n'ont vous pas avez besoin entendu de... sur ce point. C'est une question. Non, c'est une j'en sais question. rien, On a la mais je pose réponse. la question, ils sont Alors, comme les autres, première non? séquence de Ils ont des questions nettes gosses, tout de ils ont suite. des appartements, il faut Question qu'ils nette avec payent. Marie-Pierre Haddad. Le grand jury, question nette. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour à tous, bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour madame. Alors en septembre, votre domicile et vos locaux, ceux de la France Insoumise, ont été perquisitionnés. C'était dans le cadre de 2 enquêtes préliminaires, l'une sur des emplois fictifs présumés au Parlement européen et l'autre sur les comptes de campagne pendant la présidentielle. Juste rapidement, avant que je vous donne les réactions des internautes, est-ce que vous avez du nouveau par rapport à cette enquête et ces perquisitions? Non, depuis rien du tout, sinon que ce sont des procédures absolument extraordinaires, réservées au grand banditisme et reposant sur 2 dénonciations. Mais je rassure tout le monde, dorénavant, la loi qui vient d'être adoptée avec 5 voix de majorité à l'Assemblée nationale permet à tout le monde de bénéficier des mêmes avantages que moi. Donc, tout le monde, dorénavant, pourra être perquisitionné sans être prévenu avant, comme M. Benalla. M. Benalla, il a eu de la chance, il a été Justement, prévenu par avant, rapport pas aux moi. perquisitions, je vous lis les commentaires des internautes. Ils ont, eux, été très choqués par toutes les vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux, notamment cette vidéo où vous dites « Ma personne est sacrée, je suis parlementaire ». Ça les a beaucoup marqués. Vous vous êtes défendu depuis, mais ça continue à revenir sur les réseaux sociaux Bien de façon sûr. récurrente. Par exemple, Surtout à Mickaël... l'extrême droite, mais bon... Non, mais vous c'est allez normal voir qu'on en Mickaël entende qui parler, trouve que... l'extrême droite existe aussi depuis- à la radio. Depuis cet épisode, il dit, Mickaël, que vous êtes cuit, tout simplement. Et aujourd'hui, dans le journal du dimanche, Christiane Taubira dit « Quoi que l'on pense d'un policier, d'un magistrat, quand on est responsable politique, on ne met pas en cause l'institution judiciaire. » Qu'est-ce que vous répondez à l'ancienne garde des Alors, Sceaux? d'abord, Jean-Luc j'ai Mélenchon. commis une erreur, c'est clair. J'ai cru que je serais défendu par toute l'opinion démocratique traditionnelle. Bon, ça ne s'est pas produit. C'est-à-dire que tout le monde a trouvé normal que sur la base de 2 dénonciations, on mette autant de policiers contre moi et mes amis qu'on en a mis contre le terroriste qu'on vient d'attraper à Strasbourg. Et ce qui vous, Bon, vous toutes est ces reproché, c'est votre procédures ne sont réaction. pas légales. C'est-à-dire que j'aurais dû être prévenu avant et j'aurais dû pouvoir assister aux perquisitions, notamment dans les locaux de la France Insoumise, où vous savez qu'on siphonne tous les ordinateurs. Il y avait là un fichier de 500 000 personnes, parmi lesquelles toutes sortes de gens. Eh bien, ma responsabilité morale était de faire tout ce que je pouvais pour empêcher que ce fichier ne sorte Donc de vous mes n'avez mains. aucun regret Car sur je n'ai aucune confiance. votre... Je n'ai aucune sur votre confiance réaction. dans les structures qui reçoivent ce genre de documents. Et pourquoi je n'ai aucune confiance? Parce que continuellement, dans toute la presse, on retrouve des documents qui ne devraient pas sortir de la justice. Voilà pourquoi je n'ai pas confiance. Quant à Mme Taubira, je comprends qu'elle s'exprime comme elle le fait. Elle a été d'une mansuétude absolue à l'égard de Mme Le Pen dans la période où Mme Le Pen avait avoué qu'elle avait fait un faux tract et où Mme Taubira, par ses procureurs, n'a absolument demandé aucune peine contre elle. Donc je parle avec un certain agacement, vous l'entendez j'espère, et même une certaine indignation de tous ces gens qui se présentent comme des bonnes consciences démocratiques et qui n'ont rien à dire sur un procédé aussi grossier que celui qui consiste à perquisitionner un président de groupe d'opposition
sans aucune mise en garde et dans les conditions que vous savez. Oui, je vous avoue que Mélenchon, bien sûr que les réseaux d'extrême droite continuent, vous savez, il y a une manière de faire aussi des procès d'accusation qui sont infamants. Mais c'est conversation le problème et ce n'était pas prévu. Donc vous ne tenez pas parole. C'était question nette, c'était les internautes. On se retrouve juste après une pause pour le grand jury de Jean-Luc Mélenchon. À tout de suite. Pour un imbécile, ça aide dans la discussion. Les internautes. Suite du grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche. Avec à mes côtés Christophe Jacubizine au TF1 LCI et Alexis Brézé du Figaro qui vous pose la première question de cette seconde partie, Jean-Luc Mélenchon. Oui, question sur l'attentat terroriste de Strasbourg qui a évidemment marqué la semaine. Le terroriste finalement a été tué par la police jeudi soir et une fois de plus, on s'est rendu compte qu'il avait été auparavant fiché S pour radicalisation islamiste. La police dit oui, mais ces fichiers, c'est pour savoir, mais on peut pas en tirer plus de conséquences que ça. Une série de voix, notamment à droite ou à l'extrême droite, disent mais non, il faut les mettre en prison avant, il faut faire quelque chose. Comment vous répondez à cette problématique du fichier S, dont on sait qu'il est fichier S, et qu'on retrouve à chaque fois au cœur de ces actes terroristes? Il y a une certaine utilisation qui est faite de la situation que moi je n'accepte pas. Hein. Je suis opposant au gouvernement, mais quel que soit le gouvernement, et quel qu'il soit, je refuse de donner à l'ennemi le plaisir de nous avoir divisés. Donc à chaque fois, je répète que je suis certain que le gouvernement fait pour le mieux. Je l'ai fait avec les gouvernements socialistes, je le fais avec le gouvernement de M. Macron, et je le ferai en permanence, parce que si c'est une guerre, puisque tout le monde dit que c'est une guerre, alors c'en est une, selon vous ? Il faut en accepter la règle du jeu, c'est-à-dire on ne se divise pas devant l'adversaire. Là, on emploiera le mot guerre au sens général, parce que non, ça n'en est pas une. Une guerre, c'était plutôt quand on était dans les situations de conflit qu'on a connues auparavant, avec des puissances organisées, etc. Là, il s'agit, vous l'aurez remarqué, à chaque fois, de gens qu'on va qualifier de sévèrement perturbés, et depuis longtemps. Celui-là, semble-t-il, a tout un fichier judiciaire de droit commun. Oui, ses parents disent qu'il avait prêté allégeance à l'État islamique et qu'il s'y reconnaissait. L'assassin de Nice également était extraordinairement perturbé au point de s'être radicalisé quasiment en une nuit, vu qu'il n'est même pas fait le ramadan. Donc il faut traiter tout ça avec mesure si on veut vraiment arriver à répondre. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Les fichiers S, en effet, contiennent toutes sortes de catégories de gens qui sont fichés. Ça va depuis le militant écologiste jusqu'à la personne qui... mais là, on parle des fichiers S pour radicalisation islamiste. Pour radicalisation Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les met en... Alors, en effet, peut-être qu'on les enferme avant s'interroger sur pourquoi les gens se radicalisent religieusement. Par exemple, celui-là, c'est en prison que ça s'est produit. Et un grand nombre d'autres cas, nous dit-on, c'est en prison que se fait l'apprentissage de doctrines violentes. Et par conséquent, l'une des questions qui nous est posée, c'est de savoir ce qu'on fait de nos prisons. Parce que dans l'idéologie, si j'ose dire, républicaine, dans l'idéal républicain, la prison est le lieu de la réhabilitation, pas l'endroit où vous devenez encore pire que quand vous étiez en entrant. Donc on a une grande question à se poser sur ce sujet. Pas d'internement préventif, donc, pour vous. C'est ce que réclament certains comme Hervé Morin ou pas? Mais je protesterai, évidemment. Mais franchement, on peut soupçonner tout le monde de tout ce qu'on veut. À partir du moment où la radicalisation religieuse, ça s'observe à des propos, ça s'observe à des pratiques. Bon, vous vous rendez compte de tout ce que ça met en jeu pour le savoir. Et ensuite, si on arrête les gens sur des soupçons, pourquoi pas? Ça s'appelle la loi des suspects. Dans le passé, on n'a pas été très content. Hein. Ça s'est produit pendant la Grande Révolution. On a fait une loi des suspects. Mettre des gens en prison parce qu'ils sont suspects, bon, quand il y a un trouble risqué à l'ordre public, on le fait. Ça s'appelle la détention préventive. Mais ce sont les juges qui évaluent ça. S'ils ne l'ont pas fait dans le cas de cet homme et d'autres, c'est que sans doute ils avaient des raisons. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux, parce que la formule définitive qu'on improvise derrière une tribune en disant... Valérie Pécresse qui dit, par exemple, par exemple, il vous incarcérer pour intelligence avec l'ennemi quand ils vont consulter des sites djihadistes et tout ça. Oui, c'est normal. Donc ça serait nouveau de le faire préventivement pour intelligence avec l'ennemi. Avant le passage à l'acte. Avant vous me disiez que ceux qui entrent en contact avec l'ennemi peuvent être interpellés. Bah oui, ceux qui entrent en contact avec l'ennemi peuvent être interpellés. Les fichiers CS, c'est souvent ça. C'est qu'ils ont eu des contacts sur Internet avec des groupes. Mais on dit qu'ils ne sont pas encore passés à l'acte. Donc est-ce qu'il faut, avant qu'ils soient passés à l'acte, prendre un certain nombre de mesures? Mais écoutez, alors faites ça aussi avec tous les amoureux, parce que les crimes passionnels sont très nombreux. Ce sont les plus nombreux.
le plus grand nombre de crimes sont des crimes passionnels. Arrêtez autant d'hommes que vous voulez, puisque une femme meurt sous les coups de son conjoint tous les 3 jours. Donc, à mon avis, une incarcération préventive serait la bienvenue. Vous voyez, je vous le dis, c'est un humour un peu noir, mais c'est pour vous dire que l'apparente facilité de la réponse, qui consiste à dire « allez, foutez-moi tout ça au bloc », n'est que l'apparence. Et que si on veut vivre dans une société qui ait des principes communs, applicables à tout le monde, il vaut mieux faire attention à ce qu'on fait. Jean-Luc Mélenchon. Je l'ai dit tout à l'heure à mon sujet à propos des perquisitions, je ne souhaite ça à personne. Pourtant, la loi vient de le rendre possible. Je trouve que c'est pas bien. À chaque fois qu'on va franchir une étape, on va se mettre dans des conditions de vie commune de plus en plus difficiles. Par contre, ce qu'on peut se demander, c'est comment on fait fonctionner la prison autrement, comment on améliore le renseignement, comment... Voilà, oui, ça, ce sont des choses concrètes qu'on peut améliorer. Autre sujet de la semaine, le pacte sur les migrations, qui fait beaucoup parler, qui donne lieu aussi à beaucoup d'extrapolations, de considérations, d'interprétations, notamment chez les Gilets jaunes. C'est un pacte sur les migrations de l'ONU. Il fera l'objet d'un vote de ratification le 19 décembre à l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Il a été signé par la France. Et beaucoup, à droite notamment, mais pas que, disent qu'il sera contraignant, ce pacte des migrations. Il va nous obliger, nous, la France, à accueillir plus de migrants. Est-ce que vous l'auriez signé, Jean-Luc Mélenchon, ce pacte-là? Et qu'est-ce qu'il dit pour vous? Écoutez, comme cette question est arrivée sur le tapis de manière assez surprenante, je suis allé le lire. Il y en a pour 40 pages, pas beaucoup, tout le monde peut le faire. Et il découvrira, c'est pas très long, dès la page 3, le texte suivant. Le présent pacte mondial établit un cadre de coopération juridiquement non contraignant. Je répète, juridiquement non contraignant. Par conséquent, ce qui déplairait dans ce pacte à notre gouvernement pourrait ne pas être appliqué, à supposer qu'il y ait quelque chose qui déplaise. Ensuite, il est dit que ce pacte respecte la souveraineté des États, cela est répété plusieurs fois, et les obligations que leur fait le droit international. Bon, donc, ce pacte ne s'impose à personne juridiquement, et deuxièmement, respecte la législation de chaque pays. Donc, j'ai du mal à comprendre quelle est la nature de la polémique, ou, pour mieux dire, j'ai l'impression de quelque chose de totalement politicien, pour réagiter le démon de la question de l'immigration dans un moment où la question sociale domine. Vous l'auriez signé. Pourquoi dis-je ça? Parce que ce texte non plus, il ne sort pas tout d'un coup comme ça. Il n'est pas tombé du ciel. Il est en discussion depuis des années. Et notamment, il s'appuie sur une déclaration commune de New York qui date de 2016, qui elle-même s'appliquait. Bref, dans l'ONU, il y a rarement de texte par surprise. Par conséquent, ceux qui se réveillent aujourd'hui, je me demande où ils étaient à l'époque. Je ne veux pas leur faire de procès. S'ils arrivent à démontrer qu'il y a quelque chose dans ce texte qui contrevient à nos manières de faire, qu'ils le disent, mais qu'on n'accuse pas un texte de ce qui est, alors que le contraire est écrit dedans. Hein, mais je suis ouvert à la discussion. Alexis Brézé. Au-delà du caractère contraignant, il y a aussi une question de débat général et quasi philosophique sur le point de savoir quelle est la nature des migrations. Le texte dit finalement que les migrations sont un facteur de prospérité, d'innovation, de développement durable, donc quelque chose de positif qu'il faut accompagner. Vous, il vous est arrivé de dire que c'était un exil forcé, une souffrance. Ça, c'est un vrai débat, c'est pas un débat politicien. Oui. Mais alors attendez, monsieur, vous serez quand même d'accord pour dire que ça fait une différence que le texte ne soit pas contraignant. Bien sûr que ça en fait une. Mais on sait aussi que... Et que la souveraineté des États soit respectée, on est d'accord. Comment ? On sait aussi que dans ce domaine-là, c'est souvent au départ des dispositions non contraignantes qui, jurisprudentiellement, finissent par s'installer. Bon, donc il faudrait trouver dans le texte ce qui est odieux et insupportable. Non, mais je parle du débat. Est-ce que l'immigration, c'est bien ou est-ce que finalement, c'est une souffrance imposée par le marché? Je ne voulais pas vous embêter, mais ce n'est pas ça qui est écrit dans le texte. Je suis vraiment... non, mais ça m'ennuie beaucoup pour vous, mais ce n'est pas ça qui est écrit. Bon. Il est dit que le pacte se donne pour objectif d'avoir des informations sûres, dit que l'immigration est toujours une souffrance. Vous avez le même texte. Mes mots. Je l'ai. Et ça dit qu'il faut surtout faire tout ce qu'il faut pour que les gens ne partent pas de chez eux. Il y en a même une page et demie entière sur ce thème qui consiste à faire des préconisations. Vous ne me répondez pas sur le fond. Je vais vous répondre. Ne vous inquiétez pas, je connais les éléments de langage de la droite. Mais je veux d'abord parler de choses qui peuvent nous rassembler. Si ça n'est pas dans un texte, c'est pas la peine de s'engueuler dessus. Par contre, s'il y a des choses intéressantes ou condamnables, il faut dire lesquelles. Et moi, je vais vous en dire une que je trouve intéressante, c'est qu'on
Macron dise pendant une page et demie qu'il vaudrait mieux que les gens restent chez eux et que pour ça, il faut appliquer d'autres politiques que celles qui sont appliquées, notamment celle de votre chère Europe qui, par les partenariats économiques, détruisent les économies de tous les pays du monde et provoquent des migrations. Ce que le texte dit d'intéressant aussi, c'est que les migrations climatiques, vous pouvez raconter ce que vous voulez, de toute façon, elles auront lieu. Donc, qu'est-ce qu'on fait face à ça? Le texte dit une chose qui me paraît intéressante, qui est de dire on y arrivera, personne n'y arrivera tout seul. Vous voyez, alors après, maintenant, est-ce que l'immigration est une chance ou pas? C'est ça votre question? Oui. Non, mais je résume. Mais oui, c'est une question. Eh bien, ça dépend des cas. Si c'est... eh bien oui, ça dépend des cas, des situations et des moments. Par exemple, pour l'Allemagne, le fait que 1 million de personnes soient arrivées dans la main-d'œuvre allemande, ça a été une affaire pour le patronat allemand parce qu'il pouvait les payer à 80 centimes d'euros de l'heure au lieu de 1 euro, ce qui était déjà une misère. Bon. Ça, c'est bon pour les patrons. Et c'était bon pour les patrons en Allemagne. Mais ce million de gens, ils voulaient du travail. La question n'a pas de sens, cher monsieur. Depuis que l'humanité est humanité, tout le monde se déplace. Et les migrations ont toujours eu lieu. Les 9/10 des migrations actuelles se font dans des conditions régulières. Nous parlons d'un dixième. Alors, est-ce que ce dixième a raison de venir de manière irrégulière? Je préférerais qu'ils restent chez eux, je l'ai toujours dit. Je pense qu'il faut créer les conditions pour que les gens puissent rester chez eux, mais pas détruire leur économie, leur agriculture et tout ce qu'ils ont, et après dire comment, et en plus vous osez foutre le camp de chez vous et de venir chez nous. Mais ça veut dire qu'Angela Merkel, est-ce qu'elle a eu tort ou raison d'ouvrir les frontières? Et quel est l'intérêt de cette question? Nous étions dans une crise migratoire massive, provoquée par une guerre que nous avons nous-mêmes organisée en Syrie et en Irak. Des milliers de gens se sont retrouvés sur les routes, arrivent aux frontières de l'Allemagne. Qu'aurait-il Alors vous avez une hypothèse, ouvrir la porte et dire... Il y en a encore qui viennent. Est-ce qu'il faut leur ouvrir les portes ou pas? Mais c'est pour des considérations économiques. Mais monsieur, on ouvre les portes continuellement. Vous voulez tout fermer? Qu'est-ce que vous faites? Vous rejetez les gens à la mer? Que ce soit le cas, on est d'accord. La question, c'est est-ce qu'il faut continuer ou non? Ça n'a pas, pour un homme politique et pour le dirigeant d'un grand pays, ça n'a pas de sens. Si l'action sur les choses, ça a un sens. Écoutez, je vous ai déjà répondu de la manière la plus claire. Je préfère que les gens restent chez eux parce que c'est un droit naturel et c'est ça dont ils ont envie. Quand vous serez président et que vous aurez Jean-Luc Mélenchon, quand vous serez président et que vous aurez des migrants qui souhaitent venir dans notre pays, qu'est-ce que vous leur direz? S'ils correspondent aux conditions qui ont été fixées par la loi, ils sont les bienvenus. Et s'ils ne correspondent pas aux conditions, j'ai un problème avec eux. Mais pour autant, je ne les rejetterai pas à la mer. D'accord? Et pour autant, je ne mettrai pas leurs gosses en prison parce que j'estime ça immoral. Et je trouve scandaleux que M. Macron ait porté les délais de rétention administrative à 3 mois pour des gosses. Voilà. Je préfère vous dire les choses comme ça. Pour le reste, vous savez comme moi que ce que nous aurons à gérer, c'est des spasmes. C'est-à-dire, tout d'un coup, il y a plein de monde, et après, il n'y a plus personne. Ce qui s'est passé dans la période récente. Quand vous êtes devant une situation de cette nature, vous devez les étudier une par une. Que pouvait faire Mme Merkel avec ce million de personnes à sa porte? Est-ce qu'elle devait dire, restez là où vous vous trouvez? C'est-à-dire chez le voisin. Et le voisin, qu'est-ce qu'il en fait? Et de même, nous, lorsque des gens débarquent, lorsqu'ils sont en mer, nous n'avons pas 50 solutions. Ou bien nous les secourons parce qu'ils vont mourir, et que nous n'acceptons pas, que nous pensons que l'aide à détresse est un devoir humain supérieur à tout autre. Puis une fois qu'ils ont touché terre, on ne va pas quand même quoi faire? Leur mettre des chaînes, des fers? On est bien obligé de se comporter comme une nation civilisée. Et à ce moment-là, il faut créer un statut particulier. Par exemple, pour les réfugiés climatiques, il va bien falloir avoir un document. Les réfugiés climatiques, dire, il y a oui, la COP24 vient de s'achever, Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, justement, sur un constat très mitigé pour l'application de l'accord de Paris. Est-ce que vous pensez-vous que la France est à la hauteur de cet engagement-là climatique? Et vous, est-ce que la taxe carbone, il me semble qu'elle était aussi dans votre programme en 2017, est-ce qu'il faut totalement l'abolir et ne pas prévoir une fiscalité verte pour décourager les gens d'aller ou encourager les gens d'aller vers des choses plus écologiques, sur un mode de vie plus écologique? J'ai pas envie de recommencer. On va commencer par la COP, parce que le débat, est-ce qu'en augmentant les taxes, les gens vont circuler moins? Je continue à vous répondre qu'ils n'ont pas le choix. Alors, sur la COP24, moins. Bon, non, mais on arrête avec ça, parce que ramener comme ça par la fenêtre un débat qui est déjà terminé, je trouve ça pas responsable. Pas de taxe carbone, on a compris. Maintenant, nous avons un problème. C'est que le changement climatique est commencé. Nous pouvons en limiter les effets, mais c'est absolument inutile d'espérer l'inverser. Alors au moins, essayons de tenir les accords. Comme vous le savez, dans les accords, il était prévu 2 degrés d'augmentation de la température. Oui, maximum. C'était trop, parce que c'est 1,5 pour qu'il y ait des milliers d'îles qui continuent à vivre. Les rapports du GIEC se basent sur 1,5, c'est-à-dire sur une hypothèse qui a un résultat rationnel. Les îles ne sont pas noyées. Et les engagements des nations donnent 3,5 degrés, ce qui veut dire que la catastrophe est certaine. La COP, le sommet qui vient d'avoir lieu, ne règle rien de ce problème.
et il met en place, il signale des procédés, des méthodes opératoires. Une chose incroyable, c'est que les Américains, qui ont décidé de ne pas respecter l'accord de la COP Paris, l'accord de Paris, viennent et puis donnent leur avis, changent des règles, introduisent des choses, en enlèvent d'autres, etc. Tellement la servilité à l'égard des États-Unis est grande chez les atlantistes en Europe. Donc cette conférence est extrêmement décevante. Quant à nous, Français, pour que vous entendiez bien, si on faisait le tournant de la transition écologique, qui ne consiste pas à demander aux gens de ne pas jeter leurs mégots par terre ou de respirer la moitié du temps pour faire moins de gaz carbonique. Non, la transition écologique, c'est changer le process de production, c'est changer les machines, les matériaux, etc. Ça veut dire des milliers de gens au travail. On ne le fait pas. Combien faudrait-il 70 milliards. Nous avons un retard de 90 milliards. Aujourd'hui, on est chaque année en retard de 30 milliards sur l'investissement qu'il faudrait. Et l'État donne 20 milliards et le privé 20 milliards. C'est-à-dire que l'objectif est tout à fait à portée de main en France, à condition qu'on crée des règles qui, elles, pèsent. Je vais vous donner un exemple. Plutôt que d'embêter les gens avec leur voiture, on pourrait faire autrement. Exemple, les assurances vie. 1 euro sur 2 dans l'assurance vie part à l'étranger. L'euro en assurance vie, vous savez qu'il bénéficie d'avantages fiscaux. Si on disait la moitié qui part à l'étranger, terminez les avantages fiscaux. Mais tout ce qui est investi dans de la production de la transition écologique, alors vous retrouverez votre avantage fiscal. Regardez bien, je suis en train de reconnaître d'une certaine manière le régime de l'assurance vie, ce qui n'est pas tous les jours de ma part. Mais là, on pourrait le faire. C'est pour vous dire, les sommes sont disponibles. De combien d'argent s'agit-il ? Il y a 1500 milliards d'euros dans la caisse de l'assurance vie. Eh bien, ça représente 750 milliards qui seraient là disponibles, alors que je suis en train de vous dire qu'il en manque 70. Ça va, il y a de la marge. Mais vous venez de dire, la France peut se mettre au niveau de la transition. Mais quand bien même, si on faisait tout ce que vous venez de dire, est-ce que ça changerait quelque chose au phénomène global ? Puisque vous nous dites, finalement, au fond, tout ça, c'est parti, on ne l'arrêtera plus. Alors, le changement climatique, en effet, vous ne l'arrêterez plus. Mais oui, ce que ça changerait, c'est qu'on vivrait plus sainement. Ça a quand même de l'important. Mais le réchauffement, les effets, les causes, elles sont réparties, mais les effets, pareil. Donc, non, mais bon, les ça ne changerait rien en France non plus. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais conceptuellement... commençons d'abord par dire qu'il faut le faire. Oui, mais ça ne fera pas changer les Chinois, ça ne fera pas changer les Américains, ça ne va pas changer les Indiens. Les Chinois, c'est ceux qui changent le plus vite et le mieux. C'est surtout les Américains qui sont irresponsables. Mais bon, alors quoi ? Est-ce qu'il y aura un changement climatique ? Je viens de vous dire que oui. Donc quand le changement climatique arrivera, vous et moi, on aura un autre débat. Et il tournera autour de la question suivante, est-ce que c'est chacun pour soi ? Vous défendrez le marché comme solution, et moi je dirais, ah ben non, c'est pas le marché, c'est tous ensemble, il faut serrer les coudes. Donc le changement climatique va remettre les questions politiques fondamentales à l'ordre du jour, et nous devrons y répondre. Et ça sera d'ailleurs dans le débat, le grand débat qui est lancé par le gouvernement. Est-ce que vous y participerez ? Est-ce que vous incitez les insoumis et ceux qui vous regardent en grand nombre, 400 000 sur YouTube, à y aller ? C'est qu'il a au moins un mérite. Il dit que les institutions ne valent rien. Parce que dans une démocratie, d'habitude, c'est dans les institutions que ça se passe. Donc, il y a une forme de démocratie. Mais vous ferez croire à qui ? Que ce grand débat va donner autre chose que du blabla et des comptes rendus arrangés par ceux qui écriront le compte rendu. Ça n'est pas sérieux. Donc, ce que ça signifie, le grand débat, c'est que ces institutions sont subclaquantes. Et j'ai fait une proposition que je retrouve dans le mouvement des Gilets jaunes. On l'a fait dans le programme L'Avenir en commun, qui était le référendum d'initiative citoyenne pour proposer une loi, en abroger une, ou pour révoquer un élu. Les gens n'auraient pas besoin de crier Macron démission, ils n'auraient qu'à aller signer pour qu'il y ait un référendum sur le sujet. Ça, vous souhaitez qu'on puisse révoquer le président par révocation populaire ? Vous souhaitez qu'on puisse révoquer le président par un référendum ? Oui, le président, le conseiller général, le député. Si les gens... Alors, il faut mettre des conditions, ça ne peut pas être tous les jours et tous les 5 minutes. Il faut qu'il y ait un certain nombre d'élus. Ça existe aux États-Unis, ça existe dans un certain nombre de pays du monde. Bon, ça se discute. Il y a des gens qui disent non, le principe même d'interrompre un mandat n'est pas acceptable d'un point de vue philosophique. D'autres disent oui. Qu'est-ce qu'on doit faire ? On est à l'âge moderne. Il faut donc concilier la stabilité des institutions, qui est indispensable. On ne peut pas faire vivre un pays en assemblée générale permanente. Mais il faut en même temps qu'il y ait des institutions stables et une capacité d'intervention populaire permanente. Et c'est à ça que sert le référendum d'initiative citoyenne. Est-ce que l'État, par exemple, ça pourrait faire l'objet d'un référendum sur Ford ? Vous savez qu'il y a un site qui va fermer à Blanquefort, et ça veut dire que 850 personnes vont se retrouver sur le carreau. Est-ce qu'il faut réquisitionner, nationaliser cette entreprise qui a perçu
près de 10 millions, plus de 10 millions d'euros de dette publique, Jean-Luc Mélenchon. Là aussi, la situation permet de se rendre compte que certains qui reçoivent des aides publiques, ensuite, font ce qu'ils veulent, ils ont pris l'argent, et puis s'en vont, ils abandonnent tout le monde, et la société a qu'à se débrouiller avec le chômage, plus les dégâts qu'ils ont faits. Donc évidemment que l'État doit riposter. Mais d'une manière générale, le gouvernement doit retourner à être intervenant dans l'économie autrement que pour organiser le bal, je veux dire pour organiser le marché. Il faut que l'industrie soit protégée et qu'elle fasse sa transition écologique. Par conséquent, la forme mérite d'être réfléchie et discutée, que ce soit la réquisition, la nationalisation provisoire, la nationalisation puis la revente à celui qui était... il y avait une autre entreprise qui était acquéreur. Oui, on ne peut pas laisser le dernier mot aux actionnaires de Ford qui se sont bien remplis les poches avec les subventions de l'État. Mais de la même manière, faudrait-il intervenir pour que Alstom, que nous avons stupidement vendu à General Electric, au moment où General Electric se casse la figure, il faut récupérer Alstom, parce que ce sont les turbines, ce sont les éoliennes, ce sont des matériaux indispensables pour la transition écologique. Oui, l'État doit redevenir stratège, nationalisateur quand il le faut. Je ne dis pas qu'il faille tout nationaliser, mais surtout investisseur est capable de déclencher des dynamiques de production. Jean-Luc Mélenchon, regardez, à Bordeaux, en ce moment, il y a une hydrolienne qui est en essai. On met une hydrolienne dans la flotte. Bon. Alors on appelle ça hydrolienne aujourd'hui. Autrefois, on appelait ça moulin. Bon, on a perfectionné la technique. On peut mettre des hydroliennes dans tous les fleuves de France. Donc très rapidement, c'est des milliers de gens au travail. Pour ça, il faut des aciers fins, il faut des ingénieurs. Il faut beaucoup de monde au travail. Ça figure dans vos propositions. Est-ce que vous défendrez tout cela en 2022 ou pas, Jean-Luc Mélenchon? Est-ce que vous cheminez vers une nouvelle candidature? Je pense que je le défendrai jusqu'à mon dernier souffle. Ça, et donc notamment à une prochaine présidentielle ou pas? Écoutez... Regardez, je ne sais pas quoi vous dire. Comment vous pouvez me poser une question pareille? Vous savez de quoi sera fait la vie? Ben non, mais est-ce que ça peut être... Dans 10 minutes, dans une heure, vous aviez prévu les gilets jaunes? Vous pouvez porter encore ce moment-là. J'en suis capable, tout le monde le sait, il a vu. Après, ce sont les circonstances qui le décident. Ouais. Et puis, vous savez, la différence entre maintenant et avant, c'est qu'ont émergé 17 visages dans mon groupe parlementaire, que nous allons avoir un groupe parlementaire à l'Europe. Vous allez voir des visages, des intelligents, des femmes, des hommes. Dont on parlait. Pardon? François Ruffin dont on parlait. Mais tant mieux. Tant mieux, les membres de mon groupe, j'en suis très content. Qui pourrait être un candidat aussi en 2022? Mais demandez-le lui à lui, monsieur. Non, je vous pose la question. Mais ça fait déjà 2 fois que vous essayez de voir qu'il n'y a pas moyen de moyenner un petit sac de nœuds entre avant la présidentielle, il y a les municipales. Marseille, vous êtes toujours partant? Marseille, c'est la plus belle ville du monde, on va dire. Les pauvres, en ce moment, vous savez, ils souffrent. Parce que cette histoire d'immeubles effondrés, c'est un traumatisme gigantesque qui a mis à l'ordre du jour la question de l'habitat dans Marseille, qui était une situation épouvantable. Vous serez candidat au municipal à Marseille? Je sais pas. Non, mais vous dites ce que vous voulez. J'ai quand même le droit de décider de ma vie, non? Donc, je ne sais pas. Moi, mon objectif à Marseille, je vais vous le dire, c'est une victoire totale des Insoumis. Oui, bien sûr. Et donc nous préparons des équipes. Mais je vais pas vous faire croire, écoutez, voici Jean-Luc Mélenchon, le Père Noël en personne, qui va régler vos problèmes. Non, il me faut des équipes partout qui aient gagné leur galon. Et aujourd'hui, vous avez des gens qui sont en train de le gagner dans leur action, dans les quartiers, etc. Des visages émergent. Avant la question nette, l'heure de la question en plus, elle vous est posée par un professionnel des commerçants. Le grand jury, la question en plus. Bonjour Monsieur Mélenchon, je m'appelle Francis Palombi, je suis le président des commerçants de France indépendants. En tant que responsable d'une organisation professionnelle, je peux vous affirmer que l'économie et en particulier les secteurs du commerce sont mis à mal par les manifestations et sont en danger. Des baisses de chiffre d'affaires jusqu'à moins 70% sont constatées selon le type d'activité. Si cette situation devait perdurer à moins de 10 jours de Noël, certaines entreprises, notamment les plus petites, envisagent des suppressions d'emplois. Pensez-vous que c'est une attitude responsable de votre part que d'inciter les Gilets jaunes à poursuivre les manifestations? Jean-Luc Mélenchon, très rapidement avant question nette. Oui, non, mais la question est tellement surprenante que je n'ai même pas eu le temps de m'y préparer. Disons que, premièrement, je n'incite rien ni personne, je le répète pour la 20e fois, peut-être depuis 10 jours, je me contente de constater et d'aider. Des gens sont en lutte. Et je demande à ce président d'association de commerçants, est-ce que c'est une attitude responsable pour un dirigeant de mettre en cause les manifestants plutôt que ceux qui ont causé les manifestations? C'est peut-être la première question qu'il faut se poser. Les gens qui sont dans la rue, Monsieur le Président, ce sont vos clients.
d'habitude. D'habitude, ils viennent chez vous pour acheter quelque chose. Là, ils viennent pour manifester. Puis demain, ils reviendront chez vous pour acheter quelque chose. Les véritables responsabilités doivent être situées là où elles sont. Ceux qui ont provoqué cette situation. Et j'ajoute une chose. Les commerçants ont intérêt à ma politique. Parce que ma politique, c'est la politique du carnet de commandes et des augmentations de salaire. Quand les gens gagnent mieux, on arrive au terme de mieux pour les choses qui leur paraissent une petite question. indispensables, si vous permettez que j'expose pourquoi ce que j'ai à dire peut être intéressant, pour la masse des gens. Si vous êtes mieux payé, alors, eh bien, vous commencez à faire les dépenses plus intelligentes et dont vous avez besoin. On n'aura pas le temps. Au moins, ça va rapporter 100 euros. La question nette, c'était, Marie-Pierre Haddad, est-ce que vous acceptez? Est-ce que c'est par rapport au salaire des ministres et d'Emmanuel Macron? Ils vont renoncer à la hausse de 0,4%. Ils ont décidé que leurs salaires n'augmenteront pas. Est-ce que vous saluez ce coup de pouce ou pas? Est-ce que vous leur donnez un bon point? Et est-ce que vous accepteriez, vous, de diminuer votre salaire de parlementaire? C'est ce que aussi demandent les internautes. Ah oui, eh bien écoutez, on va mettre en pot commun. D'accord? Alors vous commencez par réduire votre avantage fiscal, qui est quand même de 7 600 euros, que vous pouvez retirer de votre salaire net. D'accord? Pour les salaires qui sont plus tard. Merci beaucoup, Jean-Luc Mélenchon. Et surtout, c'était votre grand jury. jamais. Si vous me très cherchez, belle vous me fête trouvez. à tous. On se retrouve le 6 janvier. Très bonne semaine à tous. Très belle fête.